Au sujet des limites de la violence, je pense qu'il faut d'abord partir du fait qu'on est toutes et tous capables de violence, même si ce n'est pas notre souhait. On peut tous réagir de manière violente. Et je pense qu'il faut partir de cette possibilité. Et il faut interroger la possibilité de la violence et se poser la question, pourquoi on n'utiliserait pas la violence ? Parce que quand on est nous-mêmes victimes d'une situation violente, quand on est nous-mêmes victimes d'un oppresseur, d'un système violent, pourquoi, et que nos intérêts primordiaux sont en jeu, pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser la violence pour se défendre? Pourquoi, quand notre cause est juste, quand on s'engage pour l'intérêt général, face à un système qui est violent, pourquoi on n'utiliserait pas la violence? D'un point de vue moral, ce point de vue se défend. Mais il va se confronter à des limites d'un point de vue stratégique. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut faire une analyse critique de l'efficacité de la violence. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une analyse de son efficacité. Et je pense que dans la plupart des situations, la violence, en tant que mode d'action politique, se confronte à trois principales limites. Premièrement, dans la plupart des cas, quand on est confronté à un système violent, c'est l'adversaire a plus de moyens de violence que nous. Et donc quand on choisit la violence pour l'affronter, en réalité, on affronte l'adversaire sur le terrain où il est le plus fort. C'est comme si on affrontait Usain Bolt et qu'on choisissait la course de vitesse. On a toutes les chances de perdre parce que c'est l'homme le plus rapide du monde. Mais si on a moyen de le défier, par exemple, aux fléchettes, et qu'on est assez adroit aux fléchettes, on a une chance de le battre. Donc la non-violence est déjà une première manière de contourner cette difficulté. Il va falloir trouver une manière d'affronter l'adversaire sur un terrain où il n'a pas forcément l'avantage, ce qui est le cas de la violence. La deuxième grosse limite, c'est que très souvent, on est beaucoup moins violent que l'adversaire. Mais la part de violence qu'on va utiliser va être facilement instrumentalisée par l'adversaire pour nous désigner comme le méchant, comme le danger, et pour justifier la répression qu'il va utiliser contre nous. Plus il va pouvoir nous diaboliser, et plus il va pouvoir utiliser des moyens de violence contre nous et casser le mouvement, blesser des gens, peut-être tuer des gens, réprimer les gens de toutes les manières possibles. Mais en plus, la diabolisation du mouvement que permet l'instrumentalisation de la violence permet aussi de décrédibiliser le mouvement, de décrédibiliser ses revendications, de le faire passer comme la menace pour la société. Et ça, en fait, c'est un handicap qui peut être fatal à un mouvement. Un mouvement a besoin d'être légitime par rapport à l'opinion publique. Il a besoin de s'appuyer sur l'adhésion, le soutien de la population. Donc, s'il est décrédibilisé, il ne va pas pouvoir avancer. Mais j'ajoute quelque chose, c'est que quand on parle d'efficacité, il ne faut pas comparer l'action violente et l'action non violente sur la même échelle, parce que ce ne sont pas des actions de même nature et elles ne produisent pas les mêmes résultats. Donc il n'y a pas une différence d'intensité entre la non-violence et la violence, où plus on serait violent et plus on serait efficace. C'est pas du tout comme ça que les choses fonctionnent. Ce ne sont pas les mêmes actions et elles ne produisent pas les mêmes résultats. Ce sont des logiques différentes. Et je vais donner un exemple qui peut paraître provocateur. Le terrorisme est une stratégie d'action efficace. Et on l'a connu en France avec beaucoup d'attentats. Ça a profondément transformé la société française, où on a beaucoup plus de règles de sécurité. On a modifié l'espace urbain pour empêcher les attentats à la voiture bélier. On a des contrôles partout, on a de la surveillance. Et puis, ça a augmenté la méfiance des gens envers les autres. Ça a stigmatisé des minorités en France.
ça a exacerbé le racisme. Et en réalité, ça faisait partie des objectifs politiques des mouvements terroristes, de précipiter une guerre de religion, d'exporter une guerre de religion en France. Et donc, c'est malheureux de le dire, mais c'est une stratégie efficace pour cet objectif-là. Par contre, si on veut construire une société pacifique, tolérante, la stratégie terroriste est complètement inefficace et complètement inadaptée. Si on veut construire une société tolérante, inclusive, pacifique, alors là, c'est la stratégie non violente qui est efficace et adaptée et pas du tout la stratégie violente. Donc, il faut toujours mesurer l'efficacité d'une stratégie par rapport à l'objectif et à la manière dont on entend changer la société. Ensuite, je pense qu'il faut parler du rapport entre l'injustice, la colère et la violence, parce que c'est souvent là où il y a des malentendus. Il faut distinguer un acte violent, qu'on peut juger condamnable ou pas, qu'on peut juger efficace ou non, et il faut dissocier la colère, qui est souvent le moteur de la violence. On exprime facilement sa colère en violence. Il y a quelque chose d'assez spontané à la manière d'exprimer sa colère en violence. Et il faut aussi le dissocier de l'injustice et de la violence structurelle qui a généré cette colère. C'est très important de bien distinguer. Il y a une mécanique entre ces trois choses, mais ça ne veut pas dire qu'elles se confondent. Et parce que les situations d'injustice et les situations de violence structurelle, elles sont réelles. Et il faut les reconnaître, quelle que soit la manière avec laquelle on veut agir contre ces violences. La colère, c'est quelque chose qui est très sain en réalité. Face à une injustice, il faut avoir une capacité d'indignation et il faut être en colère. Ça va être un moteur d'action. Mais ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement la violence, la manière d'agir. Mais c'est très sain d'être en colère parce que quand on n'est pas en colère, qu'est-ce que c'est? C'est l'indifférence face à l'injustice ou la résignation face à l'injustice. Et là, on n'a plus le carburant pour agir. Ce qu'il faut comprendre enfin, c'est que la colère, en réalité, c'est un point commun entre l'action violente et l'action non violente. On comprend facilement que la violence s'exprime en colère. On comprend moins facilement qu'en réalité, la colère, c'est aussi le carburant de l'action non violente. Les activistes non violents qui s'engagent, qui prennent des risques, ils sont en colère, ils sont indignés, ils veulent changer les choses, ils sont indignés face à l'injustice. Donc, on voit les choses très différemment quand on comprend que la colère, il faut en faire quelque chose et que la manière avec laquelle la colère s'exprime en violence, on peut le comprendre, mais ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas la seule manière d'exprimer sa colère. Il y a une manière de canaliser sa colère, pas l'étouffer, de canaliser sa colère dans l'action non violente. Je termine avec ce que disait Lanza del Vasto à ce sujet. Il parlait de la non-violence comme la conversion de la colère. Et il disait, pour être non-violent, pour être un activiste non-violent efficace, il faut avoir quelque chose à convertir. Il faut être en colère.